caractère français. Et ce que je constate aussi, c'est qu'on a toujours tendance à voir le sexisme chez ceux qu'on considère comme étant des autres. C'est la question du combat du sexisme aussi qui se pose. C'est-à-dire que peut-être évidemment que la société n'est pas parfaite, qu'il y a beaucoup de progrès à faire, mais ces progrès ont lieu et les conditions ou la condition des femmes a progressé à travers les années. Si on regarde ces 50 dernières années, ça en dépend France, dans les cadres démocratiques, il y a progrès. Or, dans d'autres sociétés, il y a plutôt un recul. Ça dépend. Dans les sphères d'élite, par exemple, dans les sphères politiques, il y a plus de parlementaires femmes au Rwanda qu'ici. Donc on voit bien que dès qu'il s'agit de cercles de pouvoir, que ce soit les politiques, les médias, on regarde les patrons de médias, évidemment, il y a aujourd'hui beaucoup plus de femmes à la télévision qu'autrefois, mais quand on regarde qui dirige que ce soit les rédactions ou les médias, on voit bien que c'est pas la même chose. Et je trouve qu'on aime beaucoup donner des leçons aux autres, alors que ce soit les autres d'autres pays ou les autres de banlieue, de cités, en leur disant voilà, on va vous apprendre comment vous allez devenir antisexiste. Je pense par exemple à cette journée de la jupe qui avait été organisée par Ni Pute Ni Soumise, où là effectivement on avait la prétention d'éduquer une certaine partie de la population en banlieue, et je constate que quelques mois plus tard, Chantal Jouanneau... C'était la population dans son ensemble. La journée de la jupe était destinée en particulier aux quartiers populaires, aux banlieues et aux traditions présumées arabo-musulmanes. Et quelques mois plus tard, Chantal Jouanneau a avoué qu'elle n'osait pas mettre de jupe au sein même de l'Assemblée nationale. Donc pourquoi pas envoyer une délégation de Ni Pute Ni Soumise dans cette assemblée où les femmes finalement n'ont pas le droit de se promener en jupe comme dans d'autres endroits prétendument. Elles ont le droit. Mais c'est ce que... Du point de vue strict du droit, elles ont le non, droit de se promener en jupe. En tout cas, elles n'ont pas la possibilité simple. La journée de la jupe, c'était aussi ce qui était dit derrière. Beaucoup moins que dans les années 60-70. Je veux bien le croire, mais en tout cas, si cette journée existe encore aujourd'hui, c'est que certaines associations estiment qu'il est difficile aujourd'hui. Je ne dis pas que ce soit la vérité, ce que je dis, c'est l'argument de l'association. Mais y compris dans vos ouvrages et vos différentes études, vous êtes surtout concentré sur les femmes d'ailleurs, Smaïl Nasser. Oui, enfin, les femmes d'ailleurs et d'ici d'ailleurs. Et franchement, je ne fais pas beaucoup de différence, en particulier quand on fait de la sociologie. Je voudrais juste relever quelque chose qui m'a presque obligé à esquisser un léger rictus quand la porte-parole a dit, a parlé, je crois que c'est l'expression exacte, si ce n'est pas exact, en tout cas, c'est quasiment exact, le grand inconscient de l'homme blanc. Enfin, franchement, s'il n'y avait que l'homme blanc... Bon, ça représenterait presque une minorité sur cette planète. C'est bien évidemment pas vrai. C'est l'inconscient de l'homme en tant qu'homme, c'est tout. En tant que détenteur depuis le début de l'éternité du pouvoir souverain. C'est pas l'homme blanc qui est seulement en cause. Il suffit simplement de regarder ce qui se passe ailleurs, et pas très loin de chez nous, de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Il est peut-être bon, cependant, de souligner que l'homme blanc aussi. Je crois que c'est l'homme d'une façon générale, c'est pas l'homme blanc. C'est pas moi qui vais vous contredire là-dessus, mais ne croyez surtout pas ça. Allez voir ce qui se passe au Congo, allez voir ce qui se passe... Non, mais il n'y a aucun souci, ça va. Juste, il est bon de préciser qu'il n'y a pas que les hommes noirs ou arabes qui maltraitent les femmes. Il y a aussi les hommes blancs, parce que là, on faisait allusion justement à des réactions d'hommes blancs suite à un viol perpétré par un homme blanc, sur une femme noire d'ailleurs au passage. Mais moi, ce que je voudrais dire sur les progrès depuis 50 ans, ces progrès sont là. Mais est-ce que vous observez, moi ce qui me frappe, c'est que ce sont presque des progrès clandestins. Est-ce que vous observez à quel point les femmes arrivent à faire changer la réalité, mais sans que jamais le débat soit véritablement ouvert? Nous sommes en ce moment en pleine campagne électorale. Cette émission aujourd'hui va être diffusée à 48 heures du 8 mars. Alors le 8 mars, là, on en parle, et puis le 9 mars, on remet les teignoirs. Et ça fait encore une campagne électorale où la question des femmes, qui est quand même centrale, qui concerne la moitié de la population, où tout le monde est d'accord pour dire que des lois sont votées, mais elles ne sont jamais appliquées, et en particulier jamais financées, et bien il n'y a toujours pas de question des femmes. On est les passagers clandestins des changements sociologiques. C'est-à-dire qu'on est obligé de le faire presque en catimini, comme si on n'était pas dans la légitimité de citoyennes qui travaillent, participent, débattent, pensent et payent leurs impôts. Rostila Tamzali. Oui. Sur cette question du progrès et le fait que finalement cette société occidentale, telle que vous l'avez décrite en début d'émission, fait ou doit en tout cas beaucoup travailler pour que la situation des femmes puisse on est toujours être celle légale de l'homme. Oui, on est toujours, quand on pense, on est toujours dans une pensée relative. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le modèle, il n'y a pas de modèle idéal. Dans le féminisme, j'ai travaillé assez longtemps dans le féminisme pour savoir que le féminisme, on arrive à des apories, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec l'égalité, on ne sait plus quoi faire. Bon, ça c'est une question... Comment ça, avec l'égalité, on ne sait plus quoi faire? Oui, parce que l'égalité, quand vous avez l'égalité...
la question des hommes et des femmes, c'est vraiment très particulier. Parce qu'on fait de l'égalité à l'intérieur de la différence. On essaye de construire une égalité tout en respectant la liberté de la différence. Et c'est vraiment d'ailleurs une excellente école intellectuelle pour justement manier toutes ces nuances. Et on est vraiment dans la nuance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en Europe une législation qui est très avancée, et on se rend compte que sur le terrain, il y a des situations, que les situations ne sont pas réglées. Parce qu'on arrive là, maintenant, à avoir entre ces deux, l'homme et la femme, le père et la mère, enfin, dans la société, on est plutôt dans un terrain de négociation. On doit négocier. Vous dites que la situation n'est pas réglée parce qu'il y a une différence intrinsèque entre l'homme et la femme qui fait qu'elle ne peut pas être réglée? Regardez, prenons les choses les plus simples dont on parle tout le temps, et c'est bien d'en reparler, pourquoi pas. La question de la maternité. La maternité, vous ne pouvez pas la partager en deux. La maternité, elle est portée par une femme. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Il y a aussi la paternité. Mais il y a des choses plus... Il y a des choses... Oui, mais la paternité, ça n'a pas beaucoup empêché les hommes de faire carrière jusqu'à maintenant. Oui, parce qu'on présuppose... Attendez, non, je vais terminer. Des choses sur la maternité aussi. Donc, si vous voulez, on est dans cette perspective. Donc vous dites bien qu'il y a des éléments intrinsèques à la femme qui font que la négociation est difficile et que sur le terrain, c'est compliqué. Non, donc la loi sur la parité... On peut dire la même chose. Les salaires, par exemple, la justification des salaires un peu plus bas pour les femmes, c'est parce que ce sont des femmes. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, vous savez, moi, j'aime pas beaucoup les approches manichéennes. J'ai trop travaillé là-dessus maintenant. Et par exemple, quand on me dit le sexisme en France, oui, ça existe, mais j'aimerais qu'on parle aussi du sexisme ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et quand j'entends, par exemple, de dire, oui, non, il y a une démarche, excusez-moi, il y a une démarche que j'arrive pas, je n'adhère pas vraiment à cette démarche. C'est-à-dire que quand on parle de... Aujourd'hui, par exemple, vous dites, comme vous avez dit tout à l'heure, la culture présumée arabo-islamique, n'est-ce pas? Arabo-musulmane. Mais je peux vous dire, moi, en tant que femme née dans une famille musulmane et qui vit dans un pays musulman, que ce que vous entendez par présumée, elle n'est pas présumée. Elle est réelle. Je viens aussi d'une famille musulmane. Elle est réelle, elle est vraiment réelle aujourd'hui. Je viens aussi d'une famille musulmane. En quoi consiste cette réalité rapidement? Non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une hiérarchie des sexes dans les sociétés qui font référence encore aujourd'hui à l'islam. Mais c'est la même chose en France. Moi, je suis désolée, mais je crois qu'en France, il y a une hiérarchie des sexes qui se montre par l'exercice du pouvoir. On ne peut pas faire croire que le sexisme est une émanation propre aux musulmans. Je veux dire, les gens... S'il y a des hommes sexistes et musulmans... Vous dites, quand moi je parle, je suis pas en train de parler de la France. Oui, mais moi je parle de la France. C'est de la France que je parle depuis le début de cette émission. Parlons que de la France. Je ne peux pas parler de l'Algérie parce que je ne la connais pas. Parlons que de la France. Pour l'instant, c'est vrai que l'exemple était français. En plus, vous invoquiez le fait que vous ayez été élevé dans une famille musulmane. C'est mon cas aussi. Et moi, ma perspective n'est pas la même. Donc je me permets aussi d'invoquer cette expérience de l'islam qui n'est pas la même. Vous n'avez pas comparé votre situation qui peut être privilégiée comme la mienne. Est-ce que vous pouvez juste approfondir 2 minutes la question? Non, aujourd'hui, si vous voulez, il y a un vrai problème. On a parlé des civilisations. Plus personne ne veut employer ces mots. Et moi, je ne veux pas discuter de ces mots importants et très importants pour nous qui sommes engagés dans des luttes civilisationnelles aujourd'hui, en prenant... La lutte civilisationnelle. En prenant les mots que disent des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Oui, mais en même temps, la condition de la femme est un curseur important pour dire le degré d'avancement d'une société. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les printemps arabes ou les révolutions arabes, on s'est rendu compte combien la question des femmes était primordiale, parce qu'elle est devenue le symbole de l'opposition aujourd'hui dans les pays comme la Tunisie. Alors la Tunisie, c'est très intéressant, parce qu'on voit à ciel ouvert comment s'affrontent vraiment 2 projets de société, n'est-ce pas? Et quand vous entendez parler des personnes qui ont jusqu'à maintenant refusé cette approche, comment est-ce que je pourrais dire, pas dialectique, binaire, mais si vous voulez, binaire, de 2 sociétés qui s'opposent, comme nous les avons refusées. On a toujours refusé de dire qu'il y avait une opposition entre ces 2 modèles de société, et que c'était cette opposition qu'elle était entretenue par des forces différentes qui voulaient le pouvoir. En tout cas, le pouvoir aujourd'hui est attribué à une autre tendance par des élections démocratiques, ce qui peut aussi prêter à la confusion. Aujourd'hui, on est vraiment confronté à ces 2 modèles de société. Et il se trouve, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi, et il se trouve que la femme, elle est non seulement
l'objet de cette discorde à l'intérieur d'un peuple, mais elle se trouve le symbole de cette discorde. D'accord. Isabelle Alonso, on va poursuivre. Isabelle Alonso. Moi, je suis très intéressée par le piège que constitue le mot égalité, parce qu'on a beaucoup confondu le mot égalité avec le mot identité. Nous sommes évidemment tous pour l'égalité de traitement, l'égalité des chances, etc. Pour autant, nous ne sommes pas identiques. Or, cette question de l'égalité a longtemps été interprétée comme les femmes sont des hommes comme les autres. Non, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres, les femmes sont des femmes. Elles n'ont pas à être définies par rapport aux hommes, pas plus que les hommes par rapport aux femmes. Nous avons deux réalités différentes. Or, notre monde, la loi, le droit, tout ce qui construit la vie sociale a été conçu, pensé, imaginé par des gens qui n'ont pas à porter les enfants et les mettre au monde. Ils ont donc établi tout un tas de systèmes de fonctionnement qui ont été établis en fonction de ces critères-là. Et quand les femmes arrivent, on leur dit « eh ben, on va vous traiter pareil que nous ». Mais ça équivaut à poser une table sur un terrain en pente. On reproduit la pente, on ne la corrige pas. Donc ce n'est pas aux femmes de payer les conséquences dans leur vie de ce plus fantastique qu'elles apportent à la société, qui est ni plus ni moins que de fournir le matériau humain de la génération suivante. Ça leur coûte, ça devrait leur rapporter, il faut être logique. Donc on ne peut pas réduire au mot égalité les rapports entre sexes. Il faut tenir compte du fait qu'il y a seulement la moitié de la population porte les enfants et les met au monde. Et qu'au lieu de leur valoir des désavantages, ça devrait au contraire, parce que c'est un véritable plus, leur apporter des avantages. On sait que la maternité a des impacts, le fait d'être mère pour une femme qui mène une carrière professionnelle, ça a un impact incroyable sur la suite de sa carrière. C'est-à-dire que à chaque grossesse, chaque enfant devient un frein. Une grossesse, ça ne dure que 9 mois. Il n'est pas normal que les conséquences, après, en termes de différence de salaire, se comptent en années. Il y a des pays qui ont aménagé des systèmes, comme les pays notamment scandinaves, en Norvège ou en Finlande, où effectivement il y a un congé maternité qui est lié aux questions physiques liées à la grossesse, mais après il y a un congé parental qui est long et qui est partagé entre les deux parents. Et si le père ne prend pas la part qui lui est dévolue, elle est perdue. Donc je crois qu'il y a quand même s'il y a des impératifs biologiques et des différences biologiques, il est tout à fait possible d'aménager sur le plan juridique une égalité qui permette aux femmes et aux hommes de repartir du même point dès lors qu'il y a un enfant qui intervient dans le couple, s'il y a couple. En d'autres termes, ce n'est pas aux femmes de s'adapter à un système qui a été pensé sans elles et même contre elles, mais au contraire au système de s'adapter à la réalité des êtres humains en général et non pas seulement de la moitié masculine de la population. En d'autres termes, on nous doit des comptes. On nous doit des comptes. On a des droits et ils sont méprisés tous les jours. Les femmes doivent non seulement s'adapter, mais aussi se battre pour l'obtention de ces droits. On va sortir de France, c'est votre souhait aussi, Wassila Tamzali, et aller en Afghanistan, où les femmes se sont battues et ont manifesté contre une loi qui a institué carrément le viol conjugal. Regardez. Quelques policières pour s'interposer entre deux manifestations de femmes. D'un côté, celles qui protestent contre l'application du code chiite de la famille. Un code qui stipule notamment que la femme est tenue de satisfaire les désirs sexuels de son mari, la porte ouverte au viol conjugal, selon les opposantes à ce texte. Les hommes disent que nous sommes des animaux et ils nous traitent comme des animaux, comme des moins que rien. C'est un détournement de l'islam. C'est pire que sous les talibans. C'est une intrusion dans la vie intime des femmes. Cela signifie qu'on devrait satisfaire tous les désirs de l'homme. Les partisanes du code de la minorité chiite, qui représentent environ 15% de la population afghane, manifestent elles aussi. Elles crient des slogans pour défendre ce texte qui doit régir les questions du mariage, du divorce et de l'héritage. Un des articles précise en effet qu'une femme ne peut hériter d'aucun bien de son mari à son décès. Les femmes musulmanes ont les droits inscrits dans le Coran et l'islam et non pas les droits que d'autres pays ont décidés pour elles. Ces droits islamiques, nous les acceptons de plein gré, pas parce que les hommes nous l'imposent dans la société. Ce projet de loi voté par le Parlement et signé par le président Karzai n'est toutefois pas encore promulgué. Le ministère de la Justice examine sa conformité avec les conventions internationales et les droits de la femme. Smaïn Lacher, c'est justement ce fossé qui fait que certains peuvent parler d'hiérarchie entre les cultures. C'est qu'on a l'impression qu'on est vraiment à une autre époque, à un autre âge, alors que
les progrès ont été quand même effectués en la matière depuis des années. C'est ça. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'on a depuis tout à l'heure laissé tomber la notion de civilisation parce qu'elle remplissait un rôle peu heuristique, si je puis dire. Voilà. Voilà. Mais ici, je constate deux choses. La première, c'est que nous sommes en Afghanistan. Donc, l'Afghanistan, c'est un pays certes musulman, mais c'est pas un pays arabe, c'est pas un pays latino-américain, c'est l'Afghanistan avec une histoire qui lui est tout à fait spécifique. Enfin, c'est un pays où les femmes n'ont pas obtenu les droits que nous Elles ne les connaissons ont aujourd'hui. jamais obtenus. C'est qu'avec Karzai, sans Karzai, taliban ou pas taliban, elles ne les ont jamais obtenus. Et me semble-t-il, dans des pays à confession identique, elles n'ont jamais obtenu des droits identiques. Le deuxième aspect, c'est que je ne savais pas il n'y avait pas d'héritage en islam. Il y a un héritage en islam, sauf qu'il est absolument inégalitaire, mais il y a un héritage en islam. Donc je suis très très étonné de la position de certaines femmes. Oui, c'est ça. Qu'elle peut hériter de son père, pas de son mari. Et le troisième point, c'est qu'en fait, ça se joue pas tant dans le registre du religieux, ça se joue dans le registre du politique, car c'est le Parlement qui va voter. En fait, ce sont des forces constituées qui sont en lutte, soit pour rétrécir considérablement ce qui peut rester de pouvoir minimum dévolu aux femmes. Mais ce n'est pas parce que la lutte est politique que ça enlève le fait que les femmes ne bénéficient d'aucun droit, d'aucune possibilité de recours. Écoutez, moi je suis allé en Afghanistan, très franchement, alors c'était en 2003 et en 2004, je ne sais pas ce que ça veut dire que bénéficier de droits, mais si j'ai relativement voyagé, j'ai peu vu de pays, où le degré de soumission était aussi important, aussi profond. Et pas parce qu'il est singulier, c'est parce que le système oppressif est un système collectif, institutionnalisé. C'est-à-dire cette séparation et cette domination, elle est non seulement reconnue, mais elle est institutionnalisée. Et comme dirait Weber, elle imbibe tous les aspects de la société, dans l'espace public et dans l'espace privé. Et donc là, on voit bien qu'en réalité, c'est du ressort du politique et non pas seulement du ressort de la religion. Mais il y a une chose qui est intéressante dans ce film, qui m'a beaucoup étonnée d'ailleurs. Bon, la question de la religion, la question de l'héritage, ça c'est... la femme hérite de son mari, elle est maintenue dans la maison quand... voilà, ce sont les enfants qui héritent l'usufruit, mais elle hérite de son père. Dans l'islam, dans le droit musulman. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir l'affrontement et l'opposition menée par des femmes entre deux positions différentes. Et ça nous conduit, c'est très intéressant, et moi, ça m'apporte beaucoup d'espoir. D'abord parce que les femmes que nous avons vues, une partie ne portent presque plus la burqa. Il y en a une ou deux qu'on a vues, et les autres sont à peine voilées, ce qui est une révolution. Dans ce pays-là, c'est vraiment une révolution. Donc, il y a un mouvement qui est en marche des femmes, celles qui manifestent, qu'on dit d'ailleurs sunnites, puisque les autres, on les appelle chiites. Donc, au Maghreb, on connaît très peu ces oppositions entre sunnites, parce qu'on n'est que sunnites, il n'y a pas. Mais on se rend bien compte que dans cette région du monde, il y a maintenant des luttes politico-religieuses beaucoup plus complexes qu'on pouvait l'imaginer, n'est-ce pas? Et c'est certain qu'il y a derrière une tendance salafiste qui est en train de se développer pour aller jusqu'au bout de la suppression des droits des femmes, c'est-à-dire revenir aux droits antiques avant l'islam, qui nous reconduit à la tribu bédouine, qui reconduit à la tribu bédouine. Alors, comment il faut réagir à ce type de combat? Est-ce que la comparaison est utile avec notre situation? Est-ce qu'il faut tenir compte du contexte local? Je pense qu'on peut difficilement, évidemment, ce que je constate avec un regard très positif, c'est que ce sont des femmes qui sont actrices de leur propre destin et qui s'émancipent sans chercher à avoir l'assentiment de l'extérieur ou un regard extérieur qui leur dit voilà de quelle manière vous devez vous émanciper. Elles utilisent les armes qu'elles ont à leur disposition et elles ont des arguments qu'elles ont développés elles-mêmes avec leur propre culture. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, alors ce que je note en tout cas, c'est qu'autour de la table, tout le monde semble dire que ce qui est promu là en termes de domination